Mes amis, je vous fais une vidéo aujourd'hui qui répond à la question: est-ce que le travail contemporain est une nouvelle forme d'esclavage? Et si oui, comment y remédier? Donc je vais essayer de faire une vidéo en deux parties. Je vais essayer qu'elle ne soit pas trop foutraque, parce qu'en réalité c'est un sujet qui me passionne, et enfin je peux l'aborder sur le courrier. Alors d'abord je vous explique, comme je vous fais une mise en contexte, pourquoi je l'aborde. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais dans la pratique, je vais parler de Sandrine. J'ai changé son prénom pour que vous ne la reconnaissiez pas, pour qu'elle ne soit pas gênée, parce qu'elle n'a pas voulu apparaître à la caméra. On va y revenir, je vais en dire trois mots. Je vous parle rapidement de Sandrine. C'est une proche de Restez Libre, le parti libertarien que j'ai fondé, vous savez, qui succède à l'association Restez Libre qu'on avait fondée au moment du Covid. Et ce parti libertarien donc, compte un certain nombre de sympathisants, de militants, même si on n'est pas assez actif, je le reconnais. On rentre dans le vif du sujet. Sandrine, je déjeune avec elle cette semaine et elle me dit: écoute Eric, tu sais, j'ai une vie épouvantable. Elle a 45, 50 ans, 40 ans peut-être, 45 on va dire, on s'en fout. C'est une femme, c'est pas une débutante, mais c'est pas non plus une senior. Et elle me dit: tu sais, j'ai un mari plus âgé que moi, mais il se laisse complètement aller à son affection longue durée, qui n'est pas un cancer, il ne cherche pas à survivre, il est avachi dans le canapé, j'ai l'impression qu'il a 80 ans, il ne fait plus rien, il ne sort plus de son canapé. Et tu sais, me dit-elle, que j'ai un enfant handicapé qui m'a empêché de travailler depuis que je l'ai, parce que c'était épouvantable. Et donc, je suis femme au foyer, j'ai pas de revenus. Mon mari, de temps en temps, me donne, quand il est bien luné, un peu d'argent de poche. Et puis là, j'avais besoin de sortir de tout ça, donc j'ai pris un job alimentaire de vendeuse dans une chaîne de magasins de vêtements, donc dans une grande enseigne, comme on dit, du textile, hein, et de la distribution. Voilà. Alors, au passage, donc je le redis, on a souvent l'impression, cette Sandrine habite la banlieue ouest. Donc c'est pas comme ici, moi je suis à 2 pas du 9-3, la banlieue ouest c'est un peu plus chic, mais vous voyez qu'il y a aussi des situations sociales difficiles dans les quartiers chics. Je le dis pour ceux qui se disent: ah, Paris, vous êtes riches, nous on est pauvres, il y en a que pour vous, et puis nous on a une vie très difficile et on est abandonnés. La réalité, elle est toujours plus compliquée que ça. Il n'y a pas zéro la province, les campagnes qui n'ont rien, et Paris qui a tout. Et d'ailleurs, je vois très souvent des gens à la campagne qui me disent: je ne voudrais surtout pas vivre à Paris, pour rien au monde. Donc c'est la preuve que c'est pas si simple que ça, Paris, et c'est la preuve que c'est pas si infernal que ça, la province et les campagnes. Bon, bref, Sandrine donc prend son job. Elle me dit donc je peux pas faire un plein temps, donc je fais un 80%, je crois. Et elle me dit: je découvre le monde. Alors, elle me dit, je vous fais le compte-rendu de ce qu'elle me dit. D'abord, Eric, tu parles souvent d'avachissement, et effectivement, j'ai une dizaine de collègues dans le magasin, et en fait, elles sont coupées de la réalité, elles sont déconnectées. C'est-à-dire que, pour des raisons simples, première raison de la déconnexion, c'est que pendant les heures de travail effectif, on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable. Et donc, on est coupé du monde pendant 6 heures. Pour tous les adeptes du droit à la déconnexion, faites un stage de 3 mois comme vendeur dans une grande surface, et puis ça va vous calmer, vous allez être déconnecté tous les jours. Vous allez voir. Comme je dis, donc déjà, il y a un temps de travail pendant lequel on n'apprend pas, on ne s'informe pas, ou on ne reçoit pas les breaking news, ou on ne reçoit pas les tweets des copains, etc. Et donc, déjà, ça vous coupe d'un monde, et ça vous coupe d'un accès au monde. Alors, deuxièmement, on est payé 1000 euros, enfin 1300 euros. Alors en réalité, on va le redire, le SMIC, c'est pas 1300 euros, c'est 2400 euros. Et ensuite, on enlève les charges, et donc il reste 1300 euros. Donc très souvent, les gens disent: je suis payé 1300 euros. Non, tu es payé 2400 euros, dont 1100 euros qui vont aux copains, aux retraités, aux malades, à la CAF, etc. Mais donc, il reste 1300 euros net, et tout le monde sait qu'à Paris, pour 1300 euros net, on ne peut pas, et quand on travaille dans un centre commercial de l'Ouest parisien, bien connu,
on ne peut pas habiter tout près. Avec 1 300 €, on ne se paye pas un loyer, donc on doit habiter très loin. Donc il y a des temps de transport colossaux qui expliquent les raisons pour lesquelles beaucoup de ruraux disent « je ne voudrais surtout pas vivre à Paris » ou beaucoup de provinciaux disent « je ne voudrais surtout pas vivre à Paris ». C'est qu'ils ne pourraient pas endurer la fatigue d'avoir au moins 2 heures de transport par jour, 1 heure aller, 1 heure retour dans des transports bondés parce qu'on a sous-investi massivement dans les transports à Paris pour pouvoir construire des ronds-points et des autoroutes un peu partout. Et donc en province, pour désenclaver la province, on a sacrifié la qualité de vie des Parisiens et des Franciliens. Et donc, quand vous êtes vendeur dans un magasin une grande surface, dans un centre commercial à Paris ou dans sa banlieue ou en proche banlieue, dans ce qu'on appelle la petite couronne, eh bien vous n'avez pas les moyens de vous loger à proximité de votre travail et donc vous devez aller loin et donc avoir des temps de transport importants et souvent inconfortables. Et donc, me dit-elle, mes collègues, elles se lèvent le matin pour venir bosser, alors on finit à 20h30 parce que les horaires sont décalés puisqu'il faut que les clients puissent acheter en sortant du boulot. Et donc on commence plus tard le matin, mais enfin on finit plus tard et après une journée de boulot, ma collègue, elle a 1 heure de travail, donc elle arrive chez elle, il est 22h, elle a évidemment pas le temps de voir ses enfants, de suivre les devoirs, et puis s'enchaînent tous les malheurs du prolétariat contemporain. C'est-à-dire, je ne suis pas mes devoirs, mes enfants ont des difficultés scolaires, mes enfants font des conneries, mes enfants vont dans des collèges, des lycées qui ne sont pas très sympas, et où il y a de mauvaises fréquentations, et où tous les autres enfants vivent dans des familles qui ont les mêmes problèmes, et tout ça se transforme en tête, en prise de tête, voilà, en nœud au cerveau, et c'est la misère humaine contemporaine, c'est la misère du prolétariat contemporain. Le prolétariat contemporain ne se trouve plus dans les usines, où finalement les gens dans les usines sont à peu près correctement payés de nos jours. La misère contemporaine, elle est dans ce qu'on appelle les services, dans le commerce, dans les petits employés de bureau qui ont des travaux rébarbatifs, etc. Dans les entrepôts Amazon, etc. Ça, c'est la vie des gens. Et surtout, me dit-elle, pendant 6 heures, on n'a pas le droit de s'asseoir. Donc quand on est en rayon, on n'a pas le droit de s'asseoir, on doit être debout. Et être debout 6 heures, me dit-elle, à 45 ans, et 2 enfants, c'est tous les jours, c'est pas de la tarte. Hein. Et physiquement, c'est contraignant. Alors, est-ce que... donc on comprend les gens qui vivent, alors elle est à 80%, mais les gens qui font ça 100% de leur temps pendant 5 ans, me dit-elle, eh bien, ils rentrent chez eux, ils mettent Cyril Hanouna, ou ils mettent M6, je ne regarde pas toutes ces chaînes, j'ai plus la télé moi, mais C8, des chaînes abrutissantes, où on comprend le sens de l'industrie culturelle. On comprend pourquoi des milliardaires ont investi dans les médias. C'est pour évidemment occuper le temps de cerveau de leurs employés. Et pour être sûr que leurs employés, on va y venir, ne cherchent pas à se révolter contre leurs conditions. Donc tout ça est un système qui est extrêmement bien monté. Il n'y a aucun doute là-dessus. En réalité, là où on ne va pas être d'accord, parce que là vous me dites, pour beaucoup de gens, on me dit « ah ben oui, il a raison », là où on ne va pas être d'accord, là où on va se séparer, c'est sur les solutions. Mais pour l'instant, on fait le constat de est-ce que le travail contemporain est un esclavage? Alors, je vais répondre maintenant à cette question, puisque vous avez compris l'esprit général de mon intervention. Le travail, la particularité de notre société, c'est que plus que jamais, le travail est fractionné, satellisé, fragmenté. Hein. Alors, ça a toujours été le cas en réalité, parce qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais si on regarde la France de 1900, la majorité des gens vivaient dans les campagnes étaient des paysans, et l'usine, la représentation du prolétaire de Zola, elle concernait une fraction limitée de la population, qui était minoritaire, plus importante qu'aujourd'hui, mais minoritaire. Je veux dire, l'ouvrier à l'usine ou le mineur de fond, c'était 30% de la population à l'époque, pas plus. Et majoritairement, les gens étaient des paysans, et être paysan, ça voulait dire des choses souvent très différentes. J'ai fait des vidéos là-dessus. Entre cultiver la terre, faire des céréales
sur grande échelle et faire de la polyculture sur une terre ingrate, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Entre être propriétaire de son lopin de terre, être salarié agricole, c'est pas la même chose. Être brassier, c'est-à-dire saisonnier, c'est pas la même chose que être propriétaire terrien. Donc, le monde paysan, ça a toujours été quelque chose de beaucoup plus complexe que l'imagerie qui m'agace, qui me proude de « Ah, le petit paysan français qui vit vaillamment sur son lopin de terre », ça c'est du fantasme de bourgeois des villes. Ah bon, ça n'a jamais existé comme ça. Donc il est vrai que le travail a toujours été fragmenté, il y a toujours eu des situations très différentes. Là, nous vivons une révolution technologique extrêmement importante, qui est la révolution du numérique. Et donc, en réalité, la notion de travail, elle est très différente en France. Elle est très fragmentée. Hein. Donc, il y a à peu près 28 millions de personnes en France qui forment la population active. Donc, il y a déjà pas mal de chômeurs. Eux, ils ont un travail à part. Il y a des saisonniers qui vont, par exemple, j'en connais plein, qui vont être serveur dans un restaurant l'été à la mer, l'hiver à la montagne, et entre les deux, ils vivent d'allocation chômage et puis voilà, ils vivent leur vie. C'est pas le même monde que ceux qui sont ouvriers à l'usine en CDI. Et à l'usine, c'est pas le même monde d'être chef d'atelier et d'être à la chaîne. C'est pas le même monde d'être ingénieur et d'être à la chaîne. C'est pas la même chose que d'être fonctionnaire. Hein. Donc sur le 28 millions de personnes, il y a à peu près l'équivalent de 5 ou 6 millions de chômeurs en France, ou en tout cas de gens qui sont en situation précaire ou inactifs. Il y a 5-6 millions de fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est là aussi un monde différent, et on va le redire, puisque j'ai souvent des remarques très simplistes de fonctionnaires qui disent « Ah, les fonctionnaires ils travaillent beaucoup ». Non, certains oui, d'autres pas. Voilà. Et c'est pas la même chose. Moi, j'ai été fonctionnaire, je le redis. C'est pas le métier d'enseignant, c'est pas le même métier que aide-soignant dans un hôpital. Et aide-soignant dans un hôpital, c'est pas le même métier que médecin dans un hôpital. Et c'est pas le même métier que employé de bureau dans une préfecture. Et c'est pas le même métier que sous-directeur dans une administration centrale. Donc là aussi, on ne peut pas simplifier les choses. Et dans le monde du secteur privé, il y a effectivement un très gros volant de salariés, mais ce n'est pas la même chose d'être ouvrier dans une usine que d'être informaticien chez EDF, que d'être employé de comptabilité dans une grande entreprise, ou dans une petite que d'être vendeur dans une boulangerie, que d'être... Voilà. Là, les situations de travail sont extrêmement explosées. Et donc on ne peut pas dire tout le monde travaille avec obligation de rester debout pendant 6 heures. Voilà. Donc on ne peut pas dire d'une façon générale que le travail est un esclavage au sens propre. Un enseignant n'est pas un esclave, il est maître de lui. Il interprète les programmes comme il veut, il n'a pas de chef pédagogique sur place et il est inspecté en moyenne tous les 8 ans. Donc un enseignant, il est libre, il n'est pas un esclave. En revanche, effectivement, la vendeuse de magasin d'une grande enseigne, elle est astreinte à des procédures qui sont définies par la direction des ressources humaines ou par la direction des procédures, on l'appelle comme elle veut, comme on veut. Enfin, elle est soumise à des régimes extrêmement précis, avec un management immédiat qui est chargé de faire le garde-chiourme. Hein. Ma copine Sandrine, elle ne connaît pas le patron de l'enseigne où elle travaille. Elle connaît le manager du magasin, éventuellement le franchisé, s'il y a un franchisé, éventuellement le directeur régional de temps en temps et encore, mais sur le fond, elle ne connaît comme salarié qu'un autre salarié, elle ne connaît pas les patrons. Alors que la vendeuse d'un petit magasin de fringues luxueux du 16e arrondissement, elle connaît sans doute la patronne et elle n'est pas soumise aux mêmes obligations, elle n'est pas soumise au même type de management. Donc il est difficile aujourd'hui de dire, comme je le lis souvent dans les commentaires, le travail c'est un esclavage. Il y a différentes formes de travail en France aujourd'hui, très éclatées, je le redis, avec des techniques de management qui peuvent parfois être très différentes, mais je n'ai pas de problème à dire que quelqu'un qui est payé au SMIC dans une grande chaîne de distribution mondialisée et qui est soumis à des procédures qu'il ne peut pas discuter, et lorsque ces procédures conduisent à dire tu restes debout pendant 6 heures et tu n'as pas le droit de t'asseoir, c'est une forme d'esclavage. Je n'ai aucun problème à le dire. Voilà.
Ça, c'est un premier point. Après, ce qu'il faut redire, parce que je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ce concept, c'est que d'abord, redisons-le, l'esclavage, esclavage et salariat. Je vais d'abord, je vais en parler, mais d'abord je redis que le mot travail, ça vient du latin tripalium. Vous savez que je suis propriétaire, fondateur d'une entreprise qui s'appelle Tripalio, qui est une start-up qui est consacrée au travail. Le tripalium, c'était un outil de torture. Hein, donc travail, ça vient de tripalium, outil de torture. Alors que le mot latin pour dire travail, c'est le labor, laborieux. Et donc, en français, on n'a jamais, enfin, on ne désigne plus l'activité professionnelle par le mot labeur, labour, hein, c'est la même. Donc le labeur, c'est quelque chose qui est très lié à la fois au contrôle de la terre, à la culture de la terre, et d'une certaine façon à l'insertion de l'homme dans un cosmos. C'est-à-dire que quand vous êtes un laboureur, quand vous labourez la terre, eh bien, vous êtes dépendant des saisons, vous êtes dépendant de la nature, donc c'est l'homme qui d'une certaine façon vit dans son environnement. On a choisi le mot travail parce que effectivement, notamment le travail ouvrier dans les usines n'est plus cosmologique, il ne vous met plus dans un univers que la nature domine, il vous met dans un univers que l'homme a inventé de toutes pièces et qui lui permet de transformer la nature. Et donc tout le monde a conscience que eh bien, le travail est une torture par rapport au labeur. Redisons-le, donc le travail a toujours, le travail industriel, le travail de l'époque industrielle, est consubstantiellement, pour faire le cuistre, une opération de torture. Et donc les gens qui disent qu'il faut être bien au travail, il y a une très grande imposture dans le management contemporain et dans le droit du travail contemporain qui consiste à parler par exemple de bien-être au travail. Vous savez qu'il y a plein d'obligations maintenant qui pèsent sur les employeurs en matière de bien-être au travail. C'est évidemment une hypocrisie. Le travail est par principe une torture tel qu'il est conçu dans la société contemporaine. Après, on peut faire croire aux gens qu'ils ne seront plus torturés. En réalité, le travail est une torture. Et c'est particulièrement vrai du salariat. Et je vais donc redire quelques mots sur salariat et esclavage. Parce que, en réalité, on ne vous le dit pas, le salariat, ça vous place sous l'esclave. L'esclavage, dans l'esclavage, l'esclave est la propriété du patron, du propriétaire, du capitaliste d'une certaine façon. Et donc, vous le savez, en comptabilité, lorsque vous avez un bien, même si ce bien s'appelle un humain, eh bien, ce bien fait partie de l'actif. Donc, il participe à votre enrichissement. Et si vous êtes malin, vous soignez bien vos esclaves parce que vous dites bah, mieux ils sont et plus mon bilan est bon. Alors que le salarié il fait partie des charges. C'est-à-dire c'est ce que vous devez payer pour pouvoir dégager du bénéfice. Et donc, en termes comptables, le statut d'esclave est plus enviable que celui de salarié. Et en réalité, c'est un sujet de fond qui n'est pas seulement un sujet technique, si vous voulez. Le sujet de fond, c'est quoi? C'est que, eh bien, en réalité, dans la conception contemporaine, le salarié est une charge, c'est un poids. Voilà. On est obligé de passer par lui pour produire, mais si on pouvait s'en débarrasser, on s'en débarrasserait. C'est ça que ça veut dire. Et donc, d'une certaine façon, est-ce que le travail aujourd'hui est un esclavage? Je dirais non, c'est un salariat, ce qui est pire. Et là-dessus, vous noterez, on va y venir, parce qu'on va parler en deuxième partie, je vais vous dire que faire vis-à-vis de ça. Vous noterez qu'aujourd'hui, il y a des choses, on lit des choses aberrantes, hein. J'y reviendrai, mais on lit des choses aberrantes. Je lis le programme de la France insoumise. Alors, Mélenchon et ses copains se réclament du marxisme officiellement, mais enfin, on va rappeler que Marx considérait que le salariat, c'était l'aliénation. Et aujourd'hui, quand vous lisez le programme politique de la France insoumise, qui se considère comme héritière de Marx,
vous lisez « Le salariat doit devenir la forme normale de travail ». C'était l'arnaque. Évidemment que être salarié, c'est en dessous d'esclave. C'est-à-dire que, au fond, lorsque l'esclave est dans la propriété, c'est votre bien et donc vous devez le faire fructifier. Lorsque vous avez un salarié, vous avez une obsession, c'est de vous en débarrasser. Enfin, c'est la logique même de la comptabilité. Hein. La comptabilité est conçue comme ça. Évidemment que cette situation pose problème. Alors on va parler des solutions. Je fais juste une petite pause pour dire, là je prends l'exemple de Sandrine, j'aurais adoré qu'elle témoigne à visage découvert sur ce qu'elle vit, non pas pour dire les méchants patrons, c'est dégueulasse, etc., pour qu'on fasse un état des lieux de ce qui existe, parce que, je le redis, on ne sait pas ce que c'est que le travail des gens en réalité. Et je me souviens même d'un grand DRH, enfin d'un DRH d'un grand groupe de plusieurs milliers de salariés qui me disait « mais moi je suis DRH mais je ne sais pas ce que font les salariés qu'on paye ». Moi-même en tant que patron, souvent je me dis je ne sais pas très bien en quoi consiste la vie professionnelle des salariés que j'emploie. Et donc, moi j'adorerais que des gens témoignent, non pas pour critiquer, pour disent ouais, « chez nous ça se passe comme ça ». Donc si vous êtes salarié, si vous êtes syndicaliste, si vous êtes patron d'ailleurs, si vous connaissez des gens qui ont envie de donner une interview, ne serait-ce que de 15 minutes pour dire voilà en quoi consiste mon travail, je suis preneur. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on sache en quoi consiste le travail, parce que le travail c'est devenu dans notre société une mythologie, on s'en fait des mondes, et en réalité on ne sait pas en quoi il consiste. Voilà. Donc appel à candidature pour ceux qui veulent témoigner. Maintenant je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça, c'est-à-dire comment on réagit. Alors, Sandrine me dit la réaction des gens, c'est d'abord ils n'ont qu'une culture politique, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde, et ça on va y revenir, mais je pense que l'inculture politique est le sujet majeur que je vais traiter en deuxième partie. Mais donc ils n'ont pas de vision politique, ils n'ont aucune connaissance politique, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde, ils sont au courant de rien. L'information leur arrive, ils reçoivent une mini-goutte à la fin, et d'un reportage TF1, à la fin ils ont une connaissance minime de ce que TF1 a dit du monde, c'est-à-dire rien. Voilà. Point 2, me dit-elle, la réaction majeure, c'est le congé maladie. C'est-à-dire, comme me dit, c'est le congé maladie, c'est la démission. C'est-à-dire que globalement, ce qu'elle me dit, c'est effectivement, il y a par exemple des gens, l'ouverture des soldes, on sait qu'il y a une collègue qui sera malade à chaque ouverture de soldes, c'est sa tradition, ça la fatigue de faire les soldes, donc elle se met en congé maladie au moment des soldes. 2, effectivement, chaque semaine, chaque mois, ils doivent recruter des nouveaux parce qu'il y a en permanence des gens qui partent parce que c'est insupportable. Ce qui est le droit du salarié. Alors, moi, ce que j'entends souvent, c'est « Ah, voyez, c'est dégueulasse, on ne peut rien faire, tout ça est méchant. » Alors, on peut effectivement vivre dans le ressentiment, c'est-à-dire dans la critique de ce qui existe et dans l'espérance religieuse qu'un jour ça aille mieux, et en attendant on ne peut rien faire et on va chez le médecin pour se faire arrêter. On peut faire ça. Voilà. Simplement, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. C'est probablement la grande innovation, et je vais vous expliquer pourquoi ça a changé. Enfin, je n'ai pas toutes les réponses au pourquoi ça a changé. Je vais prendre ce livre qui est derrière moi, que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais à une époque, moi quand j'étais petit, dans les années 70, tous les ouvriers, je viens d'une famille d'ouvriers, et d'ouvriers, certains diraient même de lumpen prolétaires. Même les lumpen prolétaires savaient ce qu'était la lutte syndicale. Et moi, mon grand-père, il a été fusillé en 1941, il faisait partie d'un groupe de résistants communistes. Et à l'époque, les ouvriers, ils avaient tous bu d'une façon ou d'une autre le lait de la lutte collective. Et donc, je referai un point sur la lutte, parce qu'en réalité, moi je crois que la solution, lorsque on a un patron qui vous dit, enfin un patron, un manager qui vous dit tu n'as pas le droit de t'asseoir pendant 6 heures, eh bien c'est la lutte syndicale. Et c'est l'organisation des travailleurs entre eux, des salariés, pour faire changer leurs conditions de travail et pour négocier une amélioration des conditions de travail ou pour l'imposer. Et je sais qu'on vit dans la supercherie
de l'entreprise à mission, de la responsabilité sociale de l'entreprise, tout un baratin une série d'inventions de faux cul des beaux quartiers, si vous voulez, qui ne veulent surtout pas admettre qu'ils couvrent et qu'ils vivent dans un monde d'hostilité et de rapport de force, hein, en grande partie parce qu'ils exercent leur domination sur les plus pauvres. Mais bien entendu que le travail, comme je l'ai dit, le travail c'est une torture, et donc ça ne peut s'exécuter que s'il y a un rapport de domination entre l'employeur et le salarié, et c'est comme Hegel, le philosophe Hegel a dit le maître et l'esclave. Marx l'avait repris entre le capitaliste et donc propriétaire des moyens de production et le salarié. J'ai essayé de dire à travers cette vidéo que la situation est beaucoup plus compliquée que ce dualisme simpliste, mais bien entendu que toute entreprise, parce qu'elle repose sur un processus de production, toute entreprise est un lieu de contrainte pour ceux qui travaillent et est un lieu de domination entre celui qui possède l'entreprise et celui qui exécute les travaux. Et je vois bien plein de gens qui me disent donc c'est dégueulasse le capitalisme, il faut nationaliser. Ben, moi je veux bien qu'on nationalise, pas de problème, mais si des gens sont déjà en position lorsqu'on leur dit de rester 6 heures debout, de dire bon, ben, je ne vais pas vous affronter, je me déclare malade et je profite des IJ, ce n'est pas des pleutres comme ça qui vont être capables de créer une entreprise et de la faire vivre, hein. Donc si on nationalise, je ne sais pas qui va faire vivre les entreprises, mais c'est sûr qu'être passif et être soumis, ça n'aide pas à diriger, à faire fonctionner une entreprise. Et qu'on le veuille ou non, une entreprise, ça suppose quand même des gens qui prennent des décisions, qui ont des stratégies et qui ont l'énergie de les mener à bien. Et donc quand les gens vous disent « Ah mais moi, là, je ne veux pas affronter mon patron, je me déclare malade », ce n'est pas eux qui vont faire tourner l'entreprise, ça je peux vous le dire. Donc il faut arrêter de mentir. Bon. Et donc, d'une certaine façon, à une époque, il y avait une culture de la lutte, c'est-à-dire que les salariés qui étaient exploités ou qui vivaient sous des contraintes extrêmement dures étaient capables de se liguer pour changer l'ordre des choses. Et cette culture de la lutte-là a disparu. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Elle a disparu pour 2 raisons. C'est que historiquement, c'était la culture de la lutte était la vocation même du syndicalisme. Et la gauche elle-même a abandonné le syndicalisme. C'est-à-dire qu'à une époque, on faisait du marxisme orthodoxe, on disait « tu es ouvrier, donc tu es un prolétaire, donc tu es un exploité, donc tu crées un syndicat, etc. » C'était le travail notamment des établis, hein, pour ceux qui ont lu la littérature gauchiste. L'établi de Robert Linard consistait à envoyer des intellectuels dans des usines qui se faisaient passer pour ouvriers, qui travaillaient avec les ouvriers pour essayer de les organiser contre l'oppression patronale. Donc cette culture de la lutte-là, elle a existé, même si elle a eu ses limites. La gauche l'a abandonnée. Alors, je vais dire un truc pas sympa, mais là, vous voyez, je vous présente un livre qui s'appelle « Race, Nation, Classe, les identités ambiguës » de Étienne Balibar, que j'ai toujours adoré. C'est un livre d'Étienne Balibar et d'Emmanuel Wallerstein. Donc, un Américain et un Français. J'ai toujours adoré Étienne Balibar, je lui rends hommage, c'est l'un des hommes les plus intelligents que j'ai connus. Enfin, lorsqu'il a écrit « Race, Nation, Classe », il n'a pas réussi une grande œuvre. Parce que jusqu'à une époque, on disait bah, le prolétaire, qu'il soit noir, homme, femme, homosexuel, musulman, chrétien, c'est un prolétaire et ce qui compte, c'est le rapport de domination dont il fait l'objet. Balibar, avec Wallerstein, avec Race, Nation, Classe, disent mais non, mais en réalité, aujourd'hui, il y a des nouveaux prolétariats et bah, le Malien, c'est un prolétaire par rapport aux Français. Le noir, il est opprimé en tant que noir, et puis au fond, une femme, elle est opprimée en tant que femme. Et donc, ces gens vont donner naissance à la lutte intersectionnelle. La lutte intersectionnelle, c'est ça, c'est t'es une femme noire venue du Mali, tu es à l'intersection de 3 causes d'oppression, et en fait, tu n'es plus opprimé parce que tu es prolétaire, tu es opprimé parce que tu es une femme, parce que tu es noire, parce que tu es malienne, voilà. Parce que tu es musulmane, bon, ou homosexuelle, ou ce que tu veux. Et donc la gauche va progressivement abandonner la culture de classe
la culture de la lutte de classe pour se consacrer à la culture de la lutte des minorités. Minorités femmes, minorités ceci, là. Et donc, au fond, le bon vieux prolétaire blanc, eh bien, plus personne ne s'occupe de lui. Voilà. Et à la fin, plus personne ne s'occupe du prolétaire. C'est-à-dire que, globalement, ma copine Sandrine, elle est dans un magasin. Alors, je vais parler du syndicalisme, mais elle est dans un magasin, elle a une collègue guadeloupéenne, eh bien, plus personne, plus aucun mec de gauche ne se dit « tiens, voilà une prolétaire ». Le mec de gauche dit « tiens, voilà une guadeloupéenne opprimée par les blancs ». Et évidemment que du coup, eh bien, on n'apprend plus aux gens, lorsqu'ils sont salariés, à se liguer pour se défendre. Et ça, c'est la responsabilité directe de la gauche. S'il n'y a plus de culture de la lutte dans les milieux prolétariens, dans le nouveau prolétariat notamment créé par les secteurs de services, eh bien c'est parce qu'on a remplacé la lutte des classes par l'intersection. Et je le redis, j'adore Étienne Balibar, j'ai une immense estime pour son intelligence que je trouvais fulgurante, mais la lutte intersectionnelle, ça a tué le prolétariat. Voilà, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, le capitalisme, la classe dominante en France, la caste, s'est organisée pour tuer le syndicalisme. J'ai déjà fait une vidéo, mais je pourrais la ressortir, sur comment De Gaulle a tué le syndicalisme. Mais l'étranglement du syndicalisme, c'est une vieille histoire en France qui continue. Et si ça vous intéresse, demandez-moi, je ferai une vidéo sur comment on a tué le syndicalisme. Moi j'étais au MEDEF à l'époque, donc je veux bien expliquer comment de l'intérieur, un certain nombre de forces économiques ont tué, et politiques, y compris syndicales, ont tué le syndicalisme en France. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qui tue le syndicalisme, il y a l'obligation de le financer. Et donc, un certain nombre de syndicats n'ont plus besoin d'adhérents pour fonctionner. Ils reçoivent de l'argent des patrons et en contrepartie de cet argent, ben, il y a un certain nombre d'arrangements. Et donc, le syndicalisme aujourd'hui est devenu essentiellement, c'est pas vrai partout, ne soyons pas injustes. Je prends l'exemple du conflit Michelin, si ça vous intéresse, et du plan social Michelin. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le plan social Michelin, qui est un sujet assez passionnant, où on voit que les syndicats fonctionnent et remplissent leur rôle de défense, pour ce qu'ils peuvent encore faire, des salariés. Mais globalement, le syndicalisme est devenu une machine à obligations. Alors, il y a des obligations contenues dans le Code du travail. On trouve des syndicalistes pour jouer le rôle que le Code du travail leur donne à jouer, et il n'y a plus... Ce n'est plus le résultat d'un ordre spontané, d'un élan vital où les prolétaires s'organisent pour défendre leurs avantages et leur situation. Donc la gauche a abandonné les prolétaires, on a tué le syndicalisme, et par ailleurs, l'esprit même des prolétaires est occupé par des trousseurs d'opinion, si je veux dire, des influenceurs, j'en vois plein, qui aujourd'hui vous disent mais la lutte des classes c'est pas bien. Voilà. Et puis il faut rien demander. Et puis l'objectif c'est d'être unis, de faire une nation unie. Et donc on peut pas se disputer entre Français parce que ça fait le jeu de l'étranger. Et puis au fond l'objectif c'est qu'on s'aime tous. Voilà. Et on est tous là pour partager. Ces discours gnangnan, lénifiants sur faut tous s'aimer, ou la lutte des classes c'est pas bien, ou au fond l'objectif d'un pays c'est d'être uni et certainement pas de se diviser, tous ces discours unitaires sont une façon de tuer la conflictualité qui est nécessaire au progrès de la classe ouvrière. Parce que je voudrais le redire, en réalité la seule chose qui fait avancer la classe ouvrière, c'est le recours à la conflictualité. C'est la construction d'un rapport de force. Et ça ne veut pas dire qu'on a 10 mecs qui viennent avec des battes de baseball pour tout casser. Ça veut dire qu'il doit y avoir une culture de la négociation et de la construction d'un rapport de force qui est indispensable à la vie de l'entreprise. Je voudrais dire là-dessus que, de mon point de vue, cette culture du dialogue, de la négociation, les Anglais utilisent le mot collective bargain, donc le contrat collectif, cette culture de la contractualisation à travers un rapport de force, qui est une forme de conflictualité, qui est une forme intelligente et souhaitable de conflictualité, elle est dans l'intérêt des salariés et des patrons. Dans l'intérêt des salariés, on le voit bien parce que, d'abord, c'est vrai que c'est choquant
que les gens doivent rester 6 heures debout. Et donc il faut négocier une amélioration, un truc intelligent. Il ne s'agit pas de dire on se met en grève et puis voilà on veut et on impose. Il s'agit de dire comment intellectuellement on peut trouver un travail qui ne soit pas aliénant au sens marxiste du terme, c'est-à-dire épuisant ou quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus les moyens de réfléchir. Donc ça déjà ça me paraît indispensable. C'est utile pour améliorer la motivation des salariés, pour améliorer leur adhésion aux objectifs de l'entreprise. Et pour les employeurs, cet objectif-là, il est souhaitable, c'est-à-dire qu'il vaut quand même mieux avoir des salariés qui sont mobilisés sur leur poste de travail et qui se sentent investis dans l'entreprise, plutôt que des salariés qui disent « je n'ai qu'une hâte, c'est de me barrer, et dès que je trouve un truc mieux, je me barre », et qui sont malades tous les 15 jours. Qui plus est, il y a quelque chose qui est très injuste, c'est que tant que la sécurité sociale paye les indemnités journalières, eh bien au fond, on collectivise, on mutualise le prix des dysfonctionnements managériaux. Lorsque, je me félicite, tiens, je pense que chez Tripalio, dans l'entreprise Tripalio, il y a 0 absentéisme. Donc moi ça me fait chier de devoir payer des cotisations patronales pour payer les indemnités journalières de patrons qui marchent sur les pieds de leurs salariés. Enfin, c'est lamentable. Donc les employeurs, les bons employeurs eux-mêmes ont intérêt à développer la culture en général de la négociation, parce que c'est une façon de ne pas mutualiser les coûts des dysfonctionnements managériaux et de conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Et deux, on a intérêt collectivement, quand on est employeur, à, au fond, accepter qu'il y a des limites au pouvoir patronal et à avoir un garde-fou au sein de l'entreprise qui s'appelle la représentation des salariés, qui est capable de vous dire « mais là, écoutez, on n'est pas d'accord » et c'est à vous de les convaincre. Alors, il ne faut pas que ça devienne, comme je l'ai vu dans un certain nombre d'entreprises, et comme le Code du travail l'a fait, il ne faut pas que ça devienne un outil de bureaucratie où, à un moment donné, le dialogue est purement formel et puis de toute façon, on fera ce qu'on voudra. Je pense que convaincre les salariés du bien fondé d'un projet, c'est aussi soi-même devoir l'interroger et soi-même devoir le motiver. Et donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Là-dessus, je voudrais dire, je ne fais pas d'angélisme. Je crois qu'il n'y a pas un modèle absolu qu'on peut écrire et exécuter. Ça s'appelle le Code du travail et c'est une catastrophe parce que, effectivement, moi, j'ai connu des tas d'entreprises où, puisque je trempais dans ces affaires, j'ai connu des entreprises où l'essentiel du travail de la DRH consistait à savoir si on avait rempli les obligations du Code du travail. Est-ce que ça convainc les syndicats? On s'en fout. Voilà. Ça, c'est pas très satisfaisant. Donc, ce qu'il faut, c'est développer une culture de la négociation, du bargaining, du marché gagnant-gagnant, parce que tout le monde y a intérêt, et les patrons et les ouvriers. Après, chacun a ce mode. Chacun fait comme il le sent, et chacun avec sa culture, sa personnalité. Mais je crois que ce qui nous manque aujourd'hui, qui est terrible et qui explique l'abandon du travail, qui explique une dérive des comptes de la sécurité sociale, c'est au fond la déresponsabilisation complète des salariés dans le rapport au travail, et cette déresponsabilisation, elle est largement due à la mondialisation des grands groupes, ça j'en suis convaincu, et à l'abandon de la culture de classe, c'est-à-dire que le patron actionnaire à New York ou à Londres, le petit vendeur français, il n'en a rien à cirer, et donc il dit « attendez, moi j'ai un tableau de chiffres et je pilote au tableau de chiffres », ça se passe à peu près comme ça. Et le salarié français, au lieu de se battre, il se dit « bon, je me fais porter pâle ». Et là-dessus, interrogez-vous, c'est-à-dire que je vois beaucoup de Français me dire « oh, on ne peut rien faire ». Ben si, mais il faut se battre, voilà. Et ça va pas se faire en un coup de cuillère à peau, c'est-à-dire que le grand groupe mondialisé qui a ses comptes, qui est coté à Londres, qui est coté à New York, qui éventuellement fait partie du CAC 40, si vous voulez infléchir sa politique, si vous voulez qu'il tienne compte de vous, eh bien, il faut vous battre, il faut y passer du temps,
il faut réfléchir, il faut apprendre, il faut comprendre la logique de l'entreprise, il faut se plonger dans ces logiques. Et là-dessus, c'est pas vrai que vous êtes désarmés. C'est que les grands groupes, ils sont obligés de financer des sections syndicales pour aller vite, et c'est à vous d'investir le syndicat, et c'est à vous de grandir dans le syndicat pour que le syndicat arrête de s'occuper du comité d'entreprise et ne s'occupe pas des conditions de travail, parce que c'est ça le sujet. C'est à vous de vous battre, c'est à vous de peser, c'est à vous de militer, c'est à vous d'agir, de vous mobiliser. Si vous ne faites rien, ça ne changera pas. Et cette mentalité insupportable que je vois, moi j'ai connu un problème, moi je fais partie d'un prolétariat qui avait une culture de la lutte. Voilà. Alors quand je vois aujourd'hui, mais c'est même pas des prolétaires, mais souvent des cadres moyens dire on peut rien faire monsieur de toute façon. Non, c'est juste un avachi. Voilà. Moi, chez moi, les petites gens, ils se battaient pour leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, vous n'avez plus les couilles de vous battre. Eh bien, vous avez ce que vous méritez. Et si vous voulez améliorer votre sort, arrêtez d'implorer Dieu, arrêtez de regarder des vidéos internet d'influenceurs qui sont payés pour vous mentir et pour vous manipuler. Allez dans vos sections syndicales, organisez-les, créez-en, devenez délégués, mobilisez les bonnes volontés, faites de la présence sur le terrain, consultez réellement les adhérents, mobilisez-les avec les techniques modernes et bougez-vous les fesses, quoi. Voilà. Mais ce côté on peut rien faire, ça m'insupporte. Voilà. Demandez-moi les autres sujets que vous voulez, et je le redis, si vous avez envie de témoigner de vos conditions de travail, vraiment, j'adorerais. Et là aussi, le fait que ce soit devenu très compliqué, c'est un signe, c'est que vous ne pourrez pas faire évoluer votre situation, améliorer votre pouvoir d'achat en disant mais j'ai peur de tout. Enfin, voilà. Les pleutres, ça n'a jamais gagné des guerres. Bon, elle était bien celle-là. À bientôt.